Si vous m'avez vu un petit peu ému il y a un instant, c'est que tout pédagogue apprécie d'avoir le maximum d'étudiants, si vous voulez. Et l'ICCF, dont je suis grâce à HEC et à First Finance le papa, c'est né de mes cours à HEC que je donne toujours, d'ailleurs, avec 50 élèves par an, ce qui est très sympathique d'avoir 50 étudiants. Mais je m'étais toujours dit, si je pouvais en avoir 500 ou 5000 ou 50 000 ou 500 000, ça serait mieux. Enfin bon, la taille des salles de classe à HEC ne le permet pas d'aller au-delà. Et donc, lorsque la technologie m'a permis, avec d'autres, de lancer des formations par Internet comme celle-ci, ça a été une grande satisfaction pour moi, d'autant que systématiquement, on en est maintenant à la promotion 17, qui recoupe 905 participants, qui est notre record. Dans cette promotion 17, on a toujours environ 30% de participants qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je me rends. Alors l'an dernier, c'était au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Cette année, j'étais là il y a 2 jours à Casablanca, puis je suis parmi vous ce soir. J'espère l'an prochain retourner en Côte d'Ivoire et aller en RDC, puisqu'on a de plus en plus d'inscrits qui viennent de la RDC. Et donc, c'est vraiment avec plaisir que je suis là avec vous ce soir. J'ai essayé de vous faire un développement sur des réflexions sur la hausse des taux d'intérêt qui s'est produite dans le monde entier depuis 18 mois avec des niveaux d'intensité plus ou moins forts, comme on le verra. Comme vous le constatez, je suis filmé. Et dans quelques jours / semaines, le film sera disponible sur Internet et vous recevrez un lien pour retrouver le film. Et puis tout à l'heure, à la fin, je vous dirai aussi mes slides. Elles seront disponibles au début de semaine prochaine en PDF sur le site vernierman.net où je mets toutes mes activités pédagogiques. Donc je vais traiter mon sujet en 4 parties. On regardera déjà des données un petit peu macroéconomiques. On regardera l'impact sur les valeurs, sur ce que j'appelle les non-valeurs, et puis on terminera par un « et maintenant ». Alors, inflation et taux d'intérêt, je vous remets quand même dans un contexte où, au départ, la plupart des banques centrales, en tout cas dans le monde occidental, ont considéré que la bouffée d'inflation qu'on a commencé à vivre à partir de 2022 était certainement très temporaire et que ça allait pas tarder à retomber. Avec le recul, mais c'est toujours plus facile lorsqu'on a le recul, évidemment, on s'est rendu compte qu'elle s'était trompée sur ce point-là, mais à leur décharge, le contexte n'était quand même pas simple, et j'ai listé certains éléments ici que je vais pas reprendre à l'oral. Et je vais vous donner 2 exemples. Alors celui de mon pays, ici vous avez 2 courbes. Vous avez une courbe bleue qui est le taux d'inflation dans la zone euro, et puis la courbe rouge, c'est le taux de refinancement de la BCE, qui est le taux directeur le plus important de la BCE. Et donc vous voyez que la BCE, peut-être vous savez, elle a un mandat qui est centré sur la stabilité des prix, enfin stabilité entendue à une croissance de 2% et plutôt un peu moins qu'un peu plus. Mais vous voyez qu'on a franchi cette barre dès juillet 2021 et que la BCE a pris quasiment 1 an avant de décider d'augmenter ses taux d'intérêt. Alors après, j'ai été regarder. Alors, ça a eu des conséquences sur les entreprises qui sont très significatives parce que chez nous, on venait d'une décennie d'années de taux d'intérêt très très bas où les entreprises pouvaient s'endetter, mettons, à 1,5%, si vous voulez. Et ça a triplé en 15 mois puisqu'aujourd'hui, les entreprises s'endettent aux environs de 4%, si vous voulez. Bon, mais ça, c'est l'Europe, c'est pas ce qui vous intéresse probablement le plus. Donc, je suis allé regarder dans la zone UMOA. Sur la courbe bleue, vous avez les taux d'intérêt en moyenne annuelle. Et vous avez l'inflation sur la courbe rouge. Vous voyez que après des années aussi de stabilité inflationniste dans la zone, vous avez une bouffée d'inflation, alors avec des raisons différentes de celles de l'Europe. L'Europe, c'était principalement l'énergie. L'énergie, d'après ce que je comprends, en Afrique de l'Ouest, c'est plutôt les produits alimentaires qui ont été l'élément le plus important. Et vous voyez aussi que, à la différence de ce que vous avez pu observer en Europe ou aux États-Unis, la hausse des taux d'intérêt est beaucoup moins violente, puisqu'on passe d'un plus bas de 2% à hier, ça a été relevé à 3,5%. Alors que chez nous, on est passé de 0 à 4 quasiment, pour simplifier. Ça s'explique par le fait que chez nous, la Banque Centrale Européenne, elle a un mandat, elle n'en a pas 2, c'est la stabilité des prix. Et pas autre chose. Alors que lorsque je regarde sur le site de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest,
Bon, l'objectif, c'est la stabiliser les prix, mais vous voyez comme moi cette phrase que j'ai recopiée entre guillemets. Il y a aussi un soutien aux politiques économiques en vue d'une croissance saine et durable. Donc, on peut aussi comprendre que compte tenu des enjeux démographiques africains, la préoccupation du taux de chômage, qui est quand même lié aussi au taux d'intérêt, infère dans le raisonnement, et ce qui explique une moindre, me semble-t-il, volatilité des taux d'intérêt ici qu'on a pu les observer plus au nord. Et là, donc, il y a une répercussion sur les entreprises. Pareil, c'est la source BCEAO, dans laquelle on a les taux d'intérêt, soit pour les entreprises privées, c'est en bleu, soit pour les entreprises individuelles, c'est en rouge. Donc, oui, il y a une petite augmentation des taux d'intérêt, mais il est vrai aussi que, historiquement, dans cette zone, les taux d'intérêt réels après inflation sont beaucoup plus élevés, même s'ils avaient une tendance à décroître dans les années 2010. Et là, je suis allé regarder un emprunt obligataire à long terme annoncé par la République du Sénégal en 2018, donc sur une longue durée, 30 ans, qui était libellé en dollars. Donc là, l'influence de la BCEAO est très très faible, bien évidemment, sur le cours de cette obligation. Donc là, je vous ai mis sur cette courbe le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt qui avait commencé à être à 6,75% au tout début sur la gauche, et puis qui est aujourd'hui de l'ordre de grandeur d'environ 8%. Et là, malheureusement, factuellement, vous le savez, les obligations à taux fixe et les taux d'intérêt varient en sens inverse. Et si on a une hausse des taux d'intérêt comme on l'a enregistré sur cet emprunt, le cours de cet emprunt a baissé. Là, je vous ai remis en haut le taux et en bas, je vous ai mis les valeurs. Et vous voyez que les deux courbes sont exactement inversées et que l'emprunt en question, qui a coté pendant un certain temps au-dessus du pair, cote actuellement en dessous du pair, parce que le taux d'intérêt requis par les investisseurs sur cet emprunt en dollars, donc qui supporte les évolutions propres au dollar et au taux d'intérêt du dollar, est plus élevé que le taux facial de simplement 6,80. Bon, alors je reviendrai plus tard sur des exceptions, mais globalement, jusqu'à présent, la hausse des taux d'intérêt, mais j'ai noté qu'il y a plusieurs directeurs financiers dans la salle, donc ils me démentiront le cas échéant, qu'ils se sentent libres de le faire. Le plus probable, c'est qu'une direction financière s'endette à sa taux fixe. C'est quand même bien qu'elle se serait endettée à taux variable. Elle aura eu le temps de mettre en place une couverture, parce que ces sujets-là sont quand même pas des sujets qu'on a découverts avant-hier. Deuxièmement, quand vous avez un taux d'endettement, enfin vous avez des emprunts qui s'échelonnent dans le temps, certaines viennent à échéance, c'est ceux qui viennent à échéance qui sont remboursés par des emprunts qui coûtent plus cher. Mais c'est pas d'un seul coup tout votre volume d'emprunt qui disparaît, qui est remplacé par des emprunts à un taux d'intérêt qui aurait significativement monté. Et puis, en 2022, factuellement, pour les entreprises privées qui étaient capables de répercuter un peu l'inflation dans leur prix de vente, on avait un taux d'intérêt en moyen de 6,2 versus un taux de l'inflation de 7,4. Donc, ce n'était pas une situation d'un point de vue financier juste sur cette année 2022 qui était trop pénalisante. Bon, vous le savez comme moi, l'inflation est retombée dans la zone UEMOA en dessous de 5% depuis avril, à 2,8% en novembre. Hausse des taux et valeurs. Hausse des taux et valeurs. Et là, je vais regarder à la fois pour les actions, pour l'impact pour les actions, l'impact sur les dettes et l'impact sur les startups. Et on va le regarder avec une série de graphiques pour commencer par les actions. Parce que on peut s'attendre toujours selon la règle que taux et valeurs varient en sens inverse. Alors cette règle est extrêmement stricte pour tous les titres de dette, mais sur les actions, elle est nettement moins forte. Et on en a une illustration ici. On a eu certes une remontée des taux, mais sur la BRVM, là je vous ai mis l'indice 30 de la BRVM, bon, même avec une loupe, vous avez du mal à voir une baisse significative des cours, sachant que la hausse des taux, elle démarre en 2022, elle n'est pas avant. Donc là, on ne voit pas grand-chose de ce niveau-là sur la BRVM. En Europe, même chose, on ne voit pas grand-chose. Enfin, on n'est pas au niveau des plus hauts actuellement, on n'en est pas très loin. Donc, pourtant, on a une forte hausse des taux d'intérêt. Donc, comment ça se fait que malgré une forte hausse des taux d'intérêt, les cours des actions n'ont pas beaucoup baissé? Et aux États-Unis, même chose, forte hausse des taux d'intérêt, mais les cours des actions n'ont pas beaucoup baissé.
En fait, la raison, la principale, et là je vous donne des chiffres européens parce que je suis pas sûr qu'on trouve les informations en Afrique, en tout cas je n'y ai pas accès, c'est la suivante. C'est-à-dire que n'oubliez jamais, mais ça ceux qui ont fait l'ICCF le savent, parce qu'on voit ça dans la semaine 2 du deuxième module, hein. Enfin je ne vais pas faire d'interrogation écrite pour vérifier, hein, mais on l'a appris. Le taux de rentabilité que demande un actionnaire, pour faire simple, c'est un taux de l'argent sans risque auquel on rajoute une prime pour tenir compte du risque de l'actif en question. Bon. Et plus l'actif est perçu comme étant risqué, plus on aura une prime de risque élevée pour compenser le risque de l'actif en question. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Bon. Et ce qu'on observe très bien par des chiffres, mais je pense qu'on a la même chose en Europe, aux États-Unis, et on aurait la même chose sur d'autres marchés, c'est que certes les taux d'intérêt sans risque ont monté. Voilà, enfin, nous on est passé d'un taux sans risque qui était quasiment de 0%, c'est-à-dire que l'État français ou l'État allemand était capable de s'endetter dans la décennie des années 2010, même jusqu'à 2021, de s'endetter à un taux de 0% sur 10 ans. Bon. Donc on avait un taux de l'argent sans risque qui était nul. Ce taux a monté, comme vous le voyez, on est actuellement aux environs de 3%, pour arrondir. On pourrait se dire, si le taux sans risque a monté de 3%, que le taux demandé par les actionnaires, c'est le taux sans risque plus une prime de risque, si le taux sans risque monte de 3%, arithmétiquement, le taux de rentabilité demandé va monter de 3%. Sauf que la prime de risque est ajustée, c'est ce que vous voyez sur mon graphique, c'est en vert, je crois. On a une prime de risque du marché action qui a significativement baissé et ça a servi de coussin d'amortissement, ce qui explique que le taux de rentabilité demandé sur les actions, malgré la hausse des taux, est resté à peu près le même. Et donc, ça n'a pas déclenché une baisse forte du marché des actions, comme si on avait raisonné juste en Excel. Mais il faut toujours se méfier d'Excel. On l'aurait constaté arithmétiquement. Alors, sur les obligations, par contre, là, il n'y a pas de doute. Les obligations à taux fixe, il n'y a absolument pas de doute. On a bien ce mécanisme d'une hausse des taux qui fait baisser la valeur des obligations à taux fixe. On le voyait tout à l'heure avec l'obligation de la République sénégalaise. Alors, quand je suis venu ici, je pensais prendre un exemple de l'obligation émise par Sonatel, 100 milliards de francs CFA il y a quelques années. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver les cours c'est coté sur la BRVM, mais je n'ai pas réussi à trouver l'historique des cours de bourse sur cette obligation Sonatel que j'aurais aimé utiliser comme exemple. Donc là, je vais prendre un exemple qui tirait du Maroc, d'un emprunt OCP en dollars qui a été mis en 2014 sur une longue durée, 30 ans. Et je vous ai mis deux choses sur l'écran. Je vous ai mis en haut le graphique de la valeur et en bas le graphique du taux d'intérêt. Et vous retrouvez cette loi naturelle qu'on a sur les obligations à taux fixe, taux et valeur qui varient en sens inverse. C'est une donnée, je dirais, intangible. Et certaines directions financières se sont dit, ma foi, j'ai une dette à mon bilan, je me suis endetté de 100, c'est inscrit pour 100 à mon bilan. Du fait de la hausse des taux, cette dette, ici on voit, elle est tombée à 80. Elle vaut plus que 80% du nominal. Elle vaut 80% du nominal. Est-ce que j'aurais pas intérêt, en tant que directeur financier ou directrice financière, à proposer à mon conseil d'administration qu'on rachète cette obligation, comme ça peut se faire, hein. Les obligations cotées sur les bourses, on peut faire des OPA sur les obligations, ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Et quand on fait ce genre de choses, on fait une petite prime. Enfin, c'est pas comme une OPA où souvent vous avez une prime de 30 ou 40%. Là, c'est 1, 2, 3% et ça suffit à faire venir le papier. En se disant, voilà, moi, ça serait très bien, j'ai une obligation que j'ai mise à 100, qui est dans mon passif pour 100, si je suis capable de la racheter sur la base du cours de bourse, plus une petite prime, comme ici, environ 80, ça me permet de dégager une plus-value exceptionnelle, un non récurrent de 20, parce que voilà, c'était pour mon passif pour 100, je prends du cash pour 60, pour 80, et avec ça, j'efface un passif de 100. Donc, pour que le bilan soit équilibré, nécessairement, je dégage une plus-value qui va gonfler mes capitaux propres. Et en fait, il y a très peu de directions financières qui ont fait ça, et à mon avis, à juste titre. Et vous en avez l'explication quand vous regardez le dessin. La plupart du temps, je rachète, si je veux garder un peu de trésorerie à l'actif pour faire face aux aléas de la vie, très souvent, dans les groupes, vous rachetez en émettant un nouvel emprunt. Mais ça veut dire quoi d'émettre un nouvel emprunt à 9 quelque chose % pour remplacer un emprunt qui vous coûte moins de 7% de taux d'intérêt?
vous avez un arbitrage comptable dans lequel, certes, vous dégagez une plus-value pour renforcer vos capitaux propres au bilan, mais de l'autre côté, vous aurez, pour les 20 ans qui viendront, un taux d'intérêt dans votre compte de résultat qui sera plus de 6,80, mais qui sera de 9,3%. Et donc, d'un point de vue financier, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, beaucoup de gens se sont posé la question, puis beaucoup de gens sont arrivés à la conclusion qu'ils avaient mieux à faire de leur argent que cela. Je continue avec... J'ai pris OCP parce que c'était l'exemple que j'ai traité à Casablanca, naturellement, et l'OCP étant la plus grande entreprise marocaine, et l'information étant disponible, et aussi parce que j'avais la chance d'avoir un emprunt sur une longue période. Et sur une longue période, les effets sont beaucoup plus sensibles que si c'était un emprunt qui venait à échéance dans 2 ans, par exemple. Ce qu'on peut comprendre aisément. Il y a une autre classe d'actifs qui a beaucoup souffert de la hausse des taux, c'est tous les actifs dans lesquels vous avez peu de cash flow à court terme et vous avez des espérances de cash flow qui sont éloignées dans le temps. Et là, vous retrouvez toutes les sociétés de technologie et les startups. Et là, elles ont beaucoup souffert, et je vais vous l'illustrer par quelques chiffres qui viennent maintenant sur les multiples de valorisation des startups, les fintechs, c'est-à-dire des sociétés qui se lancent pour s'attaquer aux banques établies sur des sous-segments du marché financier, par exemple sur les paiements, par exemple sur les règlements post-transaction, etc. Il y a un certain nombre de fintechs qui sont cotés en Europe et on peut voir leur valorisation. Alors déjà, le multiple qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle un multiple de l'ARR, l'ARR étant le revenu récurrent annuel en anglais. Donc vous remarquerez que si on valorise une société sur la base d'un multiple d'un revenu récurrent annuel, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas beaucoup de résultats. Parce que si elle avait des résultats, on ferait comme pour tout le monde, on valoriserait sur la base des résultats. Donc effectivement, souvent, c'est des sociétés qui n'avaient pas qui avaient du chiffre d'affaires, d'où de l'ARR récurrent, mais des résultats qui ont été extrêmement faibles. Et vous voyez qu'en l'espace d'1 an, ici, sur ce segment-là, mais c'est assez représentatif pour ces sociétés, les multiples de valorisation sont passés de 20 fois à 4 à 5 fois. Et donc, ça change beaucoup dans la vie. Et pourquoi vous avez eu ce dégonflement? Parce que les investisseurs qui étaient habitués depuis 10 ans à voir, lorsqu'ils avaient des liquidités placées à 0%, d'un seul coup, grâce à la hausse des taux, ont pu placer des liquidités à 4 ou 5%. Warren Buffett, par exemple, a dit que lui, c'était inespéré pour lui. Alors c'est vrai qu'il a 150 milliards de cash à placer, mais que ça lui permettait d'avoir une position d'attente extrêmement sympathique dans laquelle il n'avait pas besoin de prendre de risques et qu'il avait une bonne rentabilité. Donc tout ça, ça fait que des investisseurs qui allaient avant sur ce genre de société pour attirés par la croissance de ces sociétés et donc l'espoir que la valorisation suive la croissance de ces sociétés, avec la hausse des taux, se sont dit mais il y a des alternatives en termes de rentabilité, certes peut-être moins rentables, mais surtout beaucoup moins risquées. Et donc, vous avez eu un effondrement de la valorisation de toutes ces sociétés jeunes, de start-up, et la gestion financière d'une start-up aujourd'hui, a changé du tout au tout. Avant, il fallait croître le plus vite possible avec l'idée que si je crois plus vite que les concurrents, je vais prendre des parts de marché et je serai dans les survivants, et que ceux qui croîtront moins vite seront pénalisés, disparaîtront, ou ils seront mangés par les autres. Donc, il y avait une stratégie je dirais pas de fuite en avant, parce que le terme de fuite en avant est souvent perçu comme étant négatif, mais une stratégie pensée, réfléchie, en se disant plus je crois vite, et plus j'accrois mes chances de survivre. Alors après, il faut bien sûr bien croître, mais c'était un autre sujet. Et au jour d'aujourd'hui, depuis une douzaine de mois facilement, le sujet n'a plus rien à voir. Le sujet, c'est démontrez-moi que vous pouvez devenir rentable. Et donc, c'est un arbitrage qui se fait aujourd'hui où, dans ces types de sociétés, l'impératif, c'est de démontrer qu'on peut être rentable très vite. Parce que si vous ne démontrez pas que vous pouvez être rentable très vite, les investisseurs qui se sont mis à être plus averses au risque à cause de la hausse des taux ne remettront plus d'argent dans la société. Et s'ils ne remettront plus d'argent dans la société, ça veut dire qu'elle va, comme ne dégage pas des flux de trésorerie positifs, elle va tôt ou tard soit être rachetée par un autre, soit de faire faillite. Alors vous me direz peut-être, Walter me dirait sûrement ça, mais attendez, je ne comprends pas, là, vous nous avez expliqué que
Dans vos startups, les valorisations ont beaucoup baissé. Alors, vous vous rappelez mon graphique là, en bleu. Mais le taux de rentabilité qu'on a vu tout à l'heure, il était plat. Parce que certes, les taux sans risque ont monté, mais la prime de risque a baissé en parallèle et ça a compensé. Donc, comment vous pouvez dire que on a pour ces sociétés-là une baisse des valeurs alors que les taux de rentabilité demandés sont restés à peu près stables? Le diable se cache toujours dans les détails, c'est bien connu, et je ne suis pas l'auteur de cette formule. La première explication, c'est tout simplement le fait qu'on observe toujours dans ces mouvements de variations de grande ampleur sur des marchés financiers comme la hausse des taux d'intérêt qu'on a connue en Europe et aux États-Unis, les investisseurs, comme je l'expliquais brièvement tout à l'heure, ont plutôt tendance à se réfugier sur des actifs présentant moins de risques. Et donc, ce qu'en franglais on appelle le flight to quality. Et dans ces cas-là, on voit toujours le coefficient qui mesure le risque des actifs, qu'on appelle le coefficient bêta. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit dans le CCF. Et je vois monsieur au deuxième rang en rouge qui opine du bonnet. Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander d'expliquer en détail devant tout le monde. Mais bon, ce coefficient qui permet de synthétiser un niveau de risque pour un actif donné, il n'est pas nécessairement stable au cours du temps. Et ce qu'on a très bien observé depuis 18 mois, c'est que les sociétés les plus risquées, ici je vous ai pris l'exemple de ASML, qui est une affaire hollandaise qui fabrique des machines pour faire des semi-conducteurs. Donc c'est technologique, je crois que c'est la plus grosse société hollandaise côté ASML, même si elle n'est pas très connue du grand public, parce que vous et moi, on n'achète pas souvent des machines pour faire des semi-conducteurs, bien sûr. Cette société, bon, son coefficient qui était de 1,47 est passé à 1,80, si vous voulez. Mais en contrepartie, parce que un marché, c'est fait de différentes sociétés, mais la moyenne des bêtas de ces différentes sociétés, c'est par construction toujours 1. Donc, s'il y en a qui ont eu un bêta qui ont monté, d'autres, au contraire, ont eu un bêta qui a baissé. Et si on avait regardé, par exemple, L'Oréal, c'est une société dont le cours a pas mal monté. Non pas que ses performances se sont améliorées ou que l'espoir des investisseurs d'un taux de rentabilité plus élevé, d'un taux de croissance plus élevé chez L'Oréal se soit révélé pertinent. Non, c'est simplement que, bon, dans des périodes compliquées, L'Oréal, c'est une valeur refuge, c'est une valeur stable, c'est en croissance régulière, pas très forte maintenant, mais très régulière, solide. Les managers tiennent toujours leurs promesses. Bon. Et donc là, vous avez des bêtas dans ces sociétés-là qui ont baissé, et L'Oréal avait un bêta d'environ 0,6, qui est devenu environ 0,5. Donc vous avez ce phénomène-là qui fait que, au-delà d'une moyenne, vous avez, comme souvent dans une moyenne, une dispersion, et en période de choc comme cela, la dispersion, l'écart type s'est accru fortement. Et puis la deuxième raison, on l'a vu, c'est la chute de l'offre de capitaux à risque. Alors maintenant, je vais continuer avec une partie dont le titre peut vous surprendre, hausse des taux et non-valeurs. Vous vous demandez ce que c'est que des non-valeurs. Alors ce n'est pas des non-valeurs au sens comptable du terme, qu'on doit éliminer du bilan dans un point de vue financier, non. Ce que j'appelle les non-valeurs, c'est que dans toute période de choc, de changement brutal d'un paramètre important comme le taux d'intérêt, ça prend les acteurs à contre-pied et ça prend en particulier les mauvais et les escrocs à contre-pied. Et on va regarder 5 exemples de cas où vous avez, comme on le voit à chaque période, des groupes qui étaient mal gérés ou très endettés, qui connaissent des graves difficultés, et puis des escrocs qui, on comprend qu'ils sont des escrocs à ce moment-là. Le premier, alors c'est clairement un escroc, c'est FTX, la plateforme électronique d'échange de crypto-monnaies, dont vous avez dû entendre parler, que son jeune fondateur, SBF pour les intimes, avait juste confondu l'argent de ses clients avec l'argent de son fonds d'investissement. Il avait transféré 10 milliards, alors pas de son fonds d'investissement vers les clients, mais l'inverse, comme par hasard. Et qu'à un moment donné, il n'y a pas de miracle. Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait qu'il est tombé? La hausse des taux d'intérêt a fait qu'un certain nombre d'investisseurs ont dit maintenant le cash me rapporte de 4-5%, donc c'est plus la peine d'investir dans le Bitcoin. Donc je vends mes bitcoins et je prends du cash. Manque de peau, chez SBF, ils étaient à la hausse sur le cours du bitcoin, donc ils ont accru leurs pertes. Vous voyez, le cours du bitcoin comme assez volatile, c'était divisé par 3 en l'espace d'un an.
Et donc, bon, FTX a été mis à plat. Il y a eu un procès à New York le mois dernier qui a démontré effectivement que c'était de l'escroquerie comme Enron ou comme Madoff. Ça, c'est le premier cas. Et à chaque fois qu'on a des retournements majeurs sur un marché, on voit quelques escrocs qui, à ce moment-là, peuvent plus faire illusion et tombent. Alors ensuite, il y a une deuxième catégorie, c'est ce que j'appelle c'est Casino, qui est un groupe de distribution présent en France et au Brésil, la mort d'un zombie. Alors là, c'est chronique annoncée d'une mort. C'est le coup fatal. Casino, c'est une société, c'est pas une petite société, c'est une société qui a une rentabilité économique qui est inférieure à son coût du capital depuis 2011. Rentabilité économique, c'est-à-dire combien me rapportent mes actifs, pour simplifier, le coût du capital, autre notion que l'on voit dans le CCF, c'est combien en moyenne mes actionnaires et mes prêteurs me demandent de l'argent. Vous pouvez vous dire que si vous gagnez moins sur vos actifs que de vous coûtent vos passifs, ça peut durer un certain temps, mais à un moment donné, ça va être un problème. C'est comme si vous et moi, si on dépense plus qu'on a de salaire, on peut piocher dans son épargne, mais enfin, il y a des limites à l'épargne. Donc, c'est une société qui, depuis 12 ans, a cette situation-là. Deuxième caractéristique qui la précipite dans le précipice, c'est un grand distributeur agroalimentaire, un grand distributeur de style Carrefour, Auchan, etc. Bon. Or, c'est des métiers à besoin de fonds de roulement négatif. Et le côté sympathique d'un besoin en fonds de roulement négatif, c'est que ça vous apporte de la trésorerie lorsque vous vous développez. Lorsque le chiffre d'affaires s'accroît, mon besoin en fonds de roulement devient de plus en plus négatif. Parce que je suis payé par mes clients avant de payer les fournisseurs. Et donc, si j'ai de plus en plus de clients, eh bien, l'écart entre les deux fait que c'est une masse d'argent qui grossit et c'est sympathique, ça me permet de me développer sans aller demander de l'argent aux banques ou aux actionnaires. Le problème de Casino, comme des autres distributeurs alimentaires ou généralistes, si vous voulez, c'est que les hypermarchés et les supermarchés en Europe, aux États-Unis et même au Brésil, ça n'a plus la mode que ça a été pendant des décennies chez nous. Et on observe depuis 2013 une baisse des ventes. Et donc, baisse des ventes, quand vous avez un besoin en fonds de roulement négatif, c'est dramatique, parce que ça veut dire que votre besoin en fonds de roulement, qui était, mettons, de moins 120, avec des ventes de, mettons, 1200, si les ventes passent de 1200 à 1000, mon besoin en fonds de roulement qui était de moins 120, il va monter à moins 100. Et donc, j'ai un écart de 20, qui cette fois-ci est une ponction sur le cash que je génère. Et donc, c'est l'effet exactement inverse de la croissance quand j'ai un besoin en fonds de roulement négatif qui se contracte. Donc, l'endettement se met à monter. Et dette sur EBO au-delà de 4 fois, bon, c'est déjà 4 fois, c'est déjà beaucoup, même dans un secteur globalement perçu comme étant peu risqué, la distribution alimentaire et généraliste. Et ça n'a cessé de monter. Vous voyez la dernière ligne, laquelle je vais directement, 6 fois le BE depuis 2019. Parce que depuis 2017, on n'arrive plus à couvrir nos investissements. Donc on descend progressivement dans cette société, marche après marche. Là-dessus arrive en 2022 la hausse des taux d'intérêt, ce qui a fait que dans cette société, les frais financiers ont bondi de 26% en un an. Si vous avez les frais financiers qui font 10% de votre résultat d'exploitation, ils font maintenant 12,6% du résultat d'exploitation, c'est pas très grave. Mais enfin, chez eux, c'était pas 12,6% du résultat d'exploitation, c'était 87% du résultat d'exploitation. Donc, ça les a mis à genoux. On a une situation aujourd'hui dans laquelle on sait que les actifs valent moins que les dettes, que Casino vend ses actifs, qu'il y a une augmentation de capital qui va avoir lieu au début de l'an prochain et que les actionnaires vont être totalement laminés puisque les actionnaires actuels ont 100% du capital. Après l'augmentation de capital, nous n'aurons plus que 1% du capital. Et dernier élément, je vous ai mis le cours de bourse où on est passé au début des années 2010 à une situation où on avait un cours de bourse qui était de l'ordre de grandeur de 100. Tout à l'heure, dans ma chambre, je voyais on était à 0,60. Donc vous avez perdu en tant qu'actionnaire, si vous n'avez rien fait, vous avez perdu 99,4% de votre investissement. Mais si vous n'avez rien fait de vous à moi, c'est que vous êtes complètement aveugle. C'est-à-dire n'importe qui regarde un petit peu, qui regardait Casino, qui lisait la presse spécialisée, voyait tous les éléments que je vous ai mentionnés, qui montrent que c'est pas
un coup de tonnerre et un orage brutal dans un beau ciel bleu. Non, c'est une dégradation en continu, qui est de la mauvaise gestion. Troisième exemple, Orpea. Alors Orpea, c'est un groupe de maisons de retraite, c'est le groupe de maisons de retraite le plus important en France. Et d'ailleurs, si un jour vous craignez d'aller dans une maison de retraite, faites l'ICCF avant, parce que l'ICCF, ça prolonge. Hein, vous avez un exemple ici, qui est vivant. Donc, voilà. Bon, Orpea, c'est un groupe de maisons de retraite, et là, il y a à la fois deux choses. Et c'est pour ça que j'ai mis ce petit sous-titre, un train peut en cacher un autre. Il y a deux choses dans Orpea. Il y a premièrement une société qui se caractérisait par des malversations, et par un mauvais traitement de ses clients. On réduisait le nombre de couches disponibles ou le nombre de repas pour essayer d'économiser sur les frais, ce qui est proprement scandaleux. Et un journaliste a mis à jour cette situation après 3 années d'investigation et a publié un ouvrage, Les Fossoyeurs, le 22 janvier 2022. Et l'ouvrage a connu un grand retentissement dans le pays, et ça a été un scandale parce que maltraiter les anciens, ça passe pas facilement auprès de beaucoup de personnes. Je ne vous le fais pas dire. Ensuite, avec mon co-auteur du Vernimen, on a été regarder les aspects financiers d'Orpea. Et en fait, notre conviction et notre démonstration, c'est que s'il n'y avait pas eu ce scandale, je dirais, de mauvais traitement des pensionnaires, il y aurait eu de toute façon un énorme problème chez Orpea, parce que le niveau d'endettement de cette société était devenu tout à fait insupportable avec la hausse des taux d'intérêt. En fait, c'est une société qui, sans le vouloir, a bénéficié d'une réforme importante de la comptabilité sur les locations opérationnelles. En normes américaines et en normes IFRS, depuis 2019, et je vois que la plus grosse société du Sénégal, parce que j'ai regardé ça pour préparer cette conférence, suit aussi les normes IFRS et publie ses comptes en normes IFRS. Dans ces normes-là, depuis 2019, on considère que lorsque vous louez un bâtiment, vous devez mettre à l'actif du bilan le droit que vous avez de location sur la durée résiduelle de votre bail. Mettons qu'il reste 5 ans sur votre bail à courir, mettons que vous payez 100 par an, on va actualiser ces 5 loyers de 100 et on va le mettre à l'actif, mettons 450, en disant voilà, ça représente un droit que vous avez le droit d'occuper le local en question. Et comme un bilan doit être équilibré, même à notre époque, au passif, je vais retrouver une conséquence. Au passif, je vais inscrire une dette pour 450 qui représente les 100 de loyer sur 5 ans que je dois payer au propriétaire du local que j'utilise. Donc ça, c'est la norme IFRS qui est entrée en œuvre en 2019. Et là-dessus, les investisseurs actions se sont complètement trompés dans l'analyse d'Orpea et ils ont été aveugles à la situation d'Orpea. C'est-à-dire qu'ils ont calculé un ratio en ne réfléchissant pas aux conséquences de cette norme que je vais brièvement vous exposer. Je vous ai exposé la conséquence sur le bilan, mais il y a une deuxième conséquence, c'est une conséquence sur le compte de résultat. Sur le compte de résultat, on considère que le loyer, c'est plus un loyer, donc on le retire des loyers et on va le mettre pour une grande partie en dotation aux amortissements et puis pour l'autre partie aux frais financiers. Donc on l'éclate en 2 composantes qui sont logiques par rapport au traitement qu'on a fait au bilan. Au bilan, on a dit qu'on a des dettes. Les dettes, ça génère des frais financiers. Donc, voilà, sur la dette, 450 de dette, je prends un taux d'intérêt de marché sur cet actif, je crois 2%. Donc, j'ai 450 fois 2%, ça me fait 9. Je paye des loyers, mettons, je disais 100. Donc, il y a 100 de loyers que je mets 9 en frais financiers et le reste, 91 en dotation aux amortissements. Et donc, ça a pour effet, vous le comprenez, si je transforme une charge d'exploitation cash en comptablement une dotation aux amortissements et des frais financiers. Donc, je gonfle mon EBE. Je gonfle mon EBE et comme la plupart des gens raisonnent dette sur EBE pour mesurer le niveau de risque d'une pris par une société, les investisseurs actions, à l'exception d'un seul en France, ont tous raisonné en disant voilà,
Oui, bon, mais il y a de la dette en plus, mais il y a de l'EBE en plus. Bon, et ça fait dette sur EBE, ça fait 10 fois. Alors oui, c'est beaucoup 10 fois. Bon, enfin bon, c'est un secteur, les clients ne changent pas de maison de retraite tous les jours. C'est un secteur en croissance parce que la population vieillit, c'est peu risqué, il y a de l'immobilier, donc bon, dette sur EBE 10 fois, allez, c'est beaucoup, mais on va accepter. Bon. En fait, la réalité, c'est que lorsque vous réalisez le raisonnement intellectuel que je vais mener devant vous, c'est pas 10 fois, mais c'est 19,7. Et si 10 fois ça peut passer, 19,7 ça passe plus du tout, du tout. Pourquoi le raisonnement intellectuel il est 19,7 et non pas 10? Pour la raison suivante. C'est que, vous m'avez compris, je loue un local, j'exploite et j'ai un contrat de 5 ans. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Dans la plupart des cas, on renégocie avec le propriétaire et on repart pour un nouveau bail de, je sais pas, 7 ans ou 10 ans, enfin selon les coutumes locales. Bon. Et donc je repars, ou à défaut, le propriétaire me dit écoutez, voilà, j'arrête avec vous, et puis vous allez retrouver un autre local et vous allez continuer votre activité. Et puis vous allez repartir dans un loyer avec ce nouveau local. Donc, en norme IFRS 16, on a une lecture extrêmement juridique de ces contrats. On dit voilà, on a un contrat qui se termine dans 5 ans, bon, on actualise les flux de loyer sur 5 ans, point. Et les flux d'après, on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte parce que le contrat, il dure 5 ans, il ne dure pas au-delà, donc il n'y a rien de prévu au-delà, donc c'est pas possible d'en prendre en compte. Mais dans cette lecture juridique, elle se heurte de plein fouet une lecture, je dirais, économique, dans laquelle, oui, je vais être changé mon contrat a une durée de 5 ans, mais si je veux continuer mon exploitation et considérer que le BE actuel a une certaine récurrence, au-delà de 5 ans, il va falloir que je paye de nouveau des loyers, que ce soit mon propriétaire actuel ou un nouveau propriétaire que j'irai trouver. Bon. Et ça, les analystes financiers, à l'exception d'un seul sur les 12, on en a regardé 12 avec mon co-auteur, leurs notes, il y en a un seul qui a bien raisonné. Accessoirement, il a fait le bon raisonnement qui est dans le chapitre 8 du Vernimen, parce que ça date pas d'hier qu'on fait ce raisonnement. Bon. Et donc, ils se sont fait piéger comme ça, si vous voulez. Ils n'ont pas pris conscience du niveau d'endettement extrêmement élevé de cette société, totalement insupportable. Et lorsque, à la fois, les taux d'intérêt ont monté, et puis qu'il y a eu ce scandale, la société a été prise dans un effet ciseau avec moins de chiffre d'affaires et des frais financiers qui ont monté, ce qui fait qu'elle a été précipitée dans le fossé. Alors que si vous raisonniez simplement, et moi c'est toujours un conseil que je donne, on peut faire des raisonnements sophistiqués, c'est intéressant, mais des fois il faut se dire, mais bon, et si je raisonnais simplement, ça donnerait quoi? Si vous raisonniez simplement 12 mois avant la publication de l'ouvrage, vous voyez que la boîte, elle avait 7,5 milliards d'euros d'endettement et qu'elle avait un flux de trésorerie d'exploitation. On appelle un flux de trésorerie d'exploitation, c'est avant que vous ayez à faire vos investissements. Ce que me rapporte l'exploitation, 294 millions, face à 7 milliards et demi, 7 milliards 4 de dette. 25 fois. Waouh, ça veut dire que je rembourserai la dette en 25 ans. Enfin, c'est monstrueux, si vous voulez. Avant même toute dépense d'investissement ou d'entretien. Donc, on voyait bien que cette société, si on était rationnel, elle avait beaucoup trop de dettes. Ensuite, les investisseurs dettes. Alors, les investisseurs dettes, c'est très intéressant de regarder comment ils ont raisonné, parce qu'eux, ils ne sont pas tombés dans le piège de l'IFRS 16 que je vous ai décrit à l'instant. Ils ont bien raisonné, ils ont bien raisonné sur ce point-là. Malheureusement pour eux, ils sont tombés dans un deuxième piège. Il se trouve que ces sociétés, très souvent, ont deux types de dettes. Elles ont des dettes ce qu'on appelle sécurisées. C'est un prêteur a prêté, mais en contrepartie, il a obtenu des garanties, des sécurités, souvent une hypothèque. Et puis, il y a des dettes à côté qui ne sont pas sécurisées, c'est-à-dire on a prêté à la société, mais on n'a pas de garantie particulière. Et les investisseurs se sont focalisés sur les dettes sans garantie, en disant, les dettes sans garantie, ça représente 13% de la dette totale, et finalement, ils font des petits calculs à part, et leur petit calcul, c'était correct, voilà. Mais ils sont focalisés sur 13% de la dette, ils ont oublié les 87% restants de la dette. Et les 87% de la dette, quand les taux d'intérêt sont mis à monter, ça a eu quelles conséquences sur les prix de l'immobilier, à votre avis? Les prix de l'immobilier se sont mis à baisser. Et donc, j'avais une dette immobilière qui était bien garantie, sauf que la valeur de la garantie s'est mise à baisser. À baisser. Et donc, ces 87% de dette qu'on ne regardait pas trop, c'est là où il y a eu le vrai problème.
Bon. Et le résultat des courses, vous avez le graphique ici du cours d'Orpea depuis 2000. La grosse chute, c'est la publication du livre, là, celle que vous voyez au milieu qui est verticale. Puis après, c'est une descente. Et tout à l'heure, ça cotait 1,04 centime. Il y a 2 ans, ça cotait 90 €. Mais on est passé d'un nombre d'actions. Il a fallu, pour sauver la société, que les prêteurs acceptent de convertir une partie des dettes en capitaux propres. Il a fallu que d'autres investisseurs apportent des capitaux propres dans cette société pour lui permettre de survivre. Et donc, on est passé de 64 millions d'actions à 159 milliards d'actions. Donc, vous comprenez bien que l'actionnaire, il a été totalement laminé. Et donc ça, c'est trop de dettes quand les taux d'intérêt se mettent à monter est toujours très pénible, surtout si en plus vos investisseurs n'ont pas compris votre niveau de dette. L'avant-dernier cas que je voudrais traiter, c'est de la mauvaise gestion. C'est de la mauvaise gestion. Vous avez dû entendre parler de cette faillite, de cette banque aux États-Unis au mois de mars dernier, qui était très très forte dans le financement des startups et des boîtes de technologie de l'Ouest américain, d'où son nom, Silicon Valley Bank. Ces sociétés levaient régulièrement des capitaux propres supplémentaires importants, ne dépensaient pas tout de suite, donc déposaient l'argent essentiellement chez la SVB. Et SVB se disait, j'ai de l'argent, j'ai du cash, qu'est-ce que j'en fais? Je vais investir dans des obligations d'État américaines pour ne pas prendre de risque de faillite, je vais investir à taux fixe pour ne pas avoir d'incertitude sur la rentabilité de mon actif, je vais me mettre à long terme parce que les taux à long terme rapportent plus que les taux à court terme. Et puis voilà, il s'était mis dans une superbe seringue parce que le jour où les taux d'intérêt se sont mis à monter, je vous ai expliqué tout à l'heure que les investisseurs actions, capital risque, ils n'étaient plus là. Voilà. Ces sociétés étaient face à des difficultés, donc elles ont retiré du cash de Silicon Valley Bank. Ce cash, Silicon Valley Bank l'avait investi dans des obligations d'État. Donc Silicon Valley Bank s'est mise à vendre des obligations pour faire face au retrait de ses déposants. Simplement, les taux ayant monté, les obligations ont baissé. Donc à chaque fois qu'elle vendait des obligations pour dégager la liquidité, elle réduisait ses capitaux propres. Donc elle réduisait sa solvabilité. Jusqu'à un moment où elle a dit, faut que je fasse une augmentation de capital pour reconstituer ma liquidité. Et à ce moment-là, les investisseurs ont commencé à comprendre que si elle faisait une augmentation de capital, c'est qu'elle a un problème de solvabilité. Et si elle a un problème de stabilité, c'est qu'il y avait des pertes très importantes latentes sur les obligations. Bon. Et à ce moment-là, vous avez peut-être vu des photos dans des livres. On voit les gens qui font la queue à un guichet de banque pour retirer de l'argent. Bon, c'est des périodes ou des épisodes qu'il faut toujours souhaiter de jamais voir. Mais bon, là, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Les gens ont pris leur smartphone et avec les applications bancaires, 500 000 $ de la seconde étaient retirés des SVB. 500 000 $ de la seconde. C'est pas beaucoup, 500 000 $ de la seconde. Mais vous connaissez le nombre de secondes dans une journée? Bon, donc ça fait 42 milliards de dollars en une journée. Le quart des dépôts de la société en une journée. Habituellement, quand une banque a des problèmes, on attend le week-end et on ferme la banque le week-end. Là, on n'a même pas pu attendre le week-end, ça a été fermé un jour de semaine. Et puis, alors après, on a dit oui, mais c'est un défaut de la régulation bancaire américaine, on n'est pas assez strict. Je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que ce n'est pas un défaut de la régulation bancaire américaine, je pense déjà que c'est une incompétence des dirigeants. Parce que des banques, il y en a des milliers, des dizaines de milliers dans le monde. L'immense majorité d'entre elles avaient anticipé que tôt ou tard les taux allaient remonter. Et donc elles s'étaient posé la question, mais comment je couvre mon actif contre une remontée des taux d'intérêt? L'immense majorité d'entre elles, enfin c'est 99,99%, avaient mis en place des couvertures que chez SVB on n'avait pas mis en place. Et donc comme il n'y a pas de couverture mise en place chez SVB, lorsque les taux ont monté, SVB s'est cassé la figure. Et les autres banques ont perdu sur leurs actifs. Mais comme elles avaient mis en place des couvertures, elles ont gagné sur la couverture. Et là, compensé l'autre, et les autres banques n'ont pas fait faillite, comme vous le savez. Donc là, vraiment, c'est un problème. La première digue, c'est toujours la compétence des dirigeants. C'est sûr que si les dirigeants ne sont pas très compétents, ça n'aide pas. Après, la deuxième digue, c'est le conseil d'administration, qui est quand même là pour
vérifier que la stratégie est mise en place et suivie. Et dans la gestion d'une banque, tout le monde sait que les risques, c'est clé, quoi. Donc le suivi des risques, et en particulier la gestion actif-passif. Là, la deuxième digue n'a pas fonctionné. Et après, il y avait une troisième digue. Mais on ne va pas mettre la charge sur la troisième digue, alors que la première, les qualités du management, et la deuxième, le conseil d'administration, étaient totalement défaillants. Et puis le dernier, c'est le Crédit Suisse, qui était l'homme malade du monde bancaire européen depuis des années. Une liste hallucinante de problèmes qui démontraient, un, qu'ils avaient une appétence pour le risque très forte, deux, qu'ils ne savaient absolument pas gérer leurs risques, et trois, qui disaient qu'ils allaient s'améliorer, qu'ils ne s'amélioraient jamais. Donc ça, c'est le Crédit Suisse jusqu'au mois de mars dernier. Et au mois de mars dernier... 2-3 jours après la faillite des SVB, il y a un journaliste qui pose la question au président de la Saudi National Bank, qui est quand même pas rien, qui est le premier actionnaire du Crédit Suisse, en disant, voilà, si d'aventure le Crédit Suisse devait avoir des problèmes comme SVB, est-ce que vous remettriez de l'argent dans la société? Et sa réponse, ça a été absolument pas. Ce qui est, quand on y réfléchit, moi sur le coup, j'ai trouvé ça complètement stupide comme réponse. Alors, je ne suis pas le président de la Saudi National Bank. Hein. Et il s'est fait piéger par un journaliste, probablement. Enfin bon, il n'a pas réfléchi à ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il aurait dû répondre, c'est de dire, mais écoutez, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Nous, on n'est pas du tout comme SVB. On a bien géré notre risque de taux, ce qui est vrai chez Crédit Suisse, ce qui était vrai. On a des ratios de solvabilité qui sont largement au-dessus des minimums. Donc, votre question n'a pas de sens. Et voilà, votre question n'a pas de sens. Le problème ne se pose pas. Mais par contre, il a répondu absolument pas. Alors là, les investisseurs se sont dit, attendez, c'est le premier actionnaire qui est une banque du Crédit Suisse qui, en plus, plein d'argent saoudienne, ne veut pas remettre d'argent en cas de problème. Ça veut dire que ça va pas du tout, quoi. Et donc, chute du cours de bourse de 30% du Crédit Suisse le jour même. Le lendemain, la banque suisse essaye de les aider et n'y arrive pas. Et dans le week-end, UBS a été contrainte et forcée de racheter le Crédit Suisse. Et comme elle a été contrainte et forcée de racheter le Crédit Suisse, je peux vous dire qu'elle a négocié un prix, mais waouh! C'est un peu comme si vous achetiez cet hôtel pour 1 million de francs CFA. C'est à peu près la même chose. Hein. Donc vraiment, ils vont gagner probablement l'ordre de grandeur de 20 milliards de dollars sur cette acquisition. Alors, et maintenant, ça sera ma conclusion. J'ai été chercher 3 courbes de taux. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les courbes de taux? C'est de regarder à l'instant T les taux d'intérêt que les investisseurs demandent pour des échéances différentes. Et là, moi, j'ai mis la zone euro, je vais bien sûr vous mettre dans un instant sur le Sénégal, et puis j'ai aussi mis les États-Unis. Et là, en euros, en ce moment, si vous placez de l'argent à court terme en euros, vous gagnez du 3,8%. Vous voyez, si vous êtes à un horizon de 3 mois. Si maintenant vous placez un horizon de 5 ans, vous gagnez plus que de 2,2%. Cette courbe, on l'appelle une courbe inversée. Elle est inversée parce que par rapport à une référence habituelle, la référence habituelle, c'est une courbe normale dans laquelle les taux à moyen terme sont plus élevés que les taux à court terme et les taux à long terme sont plus élevés que les taux à moyen terme. On appelle ça normal et vous pouvez le comprendre même si vous n'avez pas fait l'ICCF parce que plus je place à long terme dans un actif, plus je prends le risque de fluctuations importantes sur une longue période qui sont bien sûr plus élevées que sur une courte période. Et donc cette courbe, vous pouvez la regarder parce qu'on la voit dans 10% des cas statistiquement. Elle montre ce qu'on appelle une courbe inversée. C'est-à-dire vous avez les taux à court terme qui sont plus élevés que les taux à moyen terme, voire à long terme. Et ça reflète le fait, je vous passe la démonstration, mais ça reflète le fait que les investisseurs s'attendent à une baisse des taux d'intérêt dans les années qui viennent à court terme. Et il est vrai que l'inflation en Europe a pas mal baissé, comme l'inflation dans la zone UEMEA ces derniers mois. Alors, aux États-Unis, vous avez exactement la même courbe, enfin la même configuration, hein, c'est inversé. Et je suis allé voir, évidemment, pour préparer au Sénégal. Alors, au Sénégal, je n'ai pas trouvé sur les bases de données, donc j'étais moi-même la reconstituer, 12 dessins. Alors, il y a des trous, parce que l'État sénégalais s'est endetté sur des échéances 2023, 2024, etc. Mais il n'y a pas de dette à échéance en 2030, ni en 34 et 35. Mais vous voyez ici, on a une courbe qui est une courbe qu'on considérerait comme normale, ce qui veut dire que c'est assez logique. Comme les taux, on peut augmenter
ils vont baisser, mais ils ne vont pas beaucoup baisser. Et puis d'ailleurs, hier, on a annoncé plutôt qu'ils remontaient. Donc cette configuration de courbe-là, elle ne permet pas de déceler, comme on l'a vu sur l'Europe et les États-Unis, une baisse future anticipée des taux d'intérêt à court terme. Mais comme ils n'ont pas si monté que ça en comparaison de l'Europe et des États-Unis, ce n'est pas illogique non plus. Donc ça, c'est ce qu'anticipe le marché au jour d'aujourd'hui. Il l'anticipait déjà il y a 6 mois. Sur les 6 derniers mois, effectivement, l'inflation a baissé. Les taux d'intérêt, on a bien vu qu'en Europe, aux États-Unis, c'était la fin de la hausse. En Europe, c'est en train de se décider que c'est la fin de la hausse aussi. Mais c'est un scénario rose. On n'est jamais à l'abri, à un moment donné, pour des raisons X, Y, Z, d'un nouveau choc qui entraîne une flambée de l'inflation, pour d'autres raisons. Et je voudrais attirer votre attention, surtout ceux d'entre vous qui ont des investissements en Europe. Bon, je pense que ça concerne beaucoup moins l'Afrique de l'Ouest. Il y a 2 secteurs qui sont quand même assez fragiles dans l'ensemble. C'est tous les LBO, les entreprises qui ont été achetées par des fonds d'investissement avec beaucoup de dettes. En Europe et aux États-Unis, cette dette est une dette à taux variable. Pendant très longtemps, les banques exigeaient une couverture contre le risque de taux, qui a un coût pour les LBO. Et comme il y avait beaucoup de concurrence sur ce marché-là, cette contrainte a quasiment disparu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au moins les 2/3 des entreprises, les 3/4 des entreprises sous LBO n'ont pas couvert leur dette à taux variable. Donc si les taux ne devaient pas, comme anticipé, rebaisser en 24-25, certaines sociétés sous LBO pourraient avoir des difficultés sérieuses. Et l'immobilier, qui est un secteur qui dépend beaucoup de l'endettement, en tout cas en Europe et aux États-Unis, pourrait être aussi atteint.